Bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton, je suis le directeur de la rédaction de Challenge. Bienvenue pour cette deuxième journée du sommet du bien commun à Toulouse. Nous allons parler du futur du transport urbain ensemble. Je vais demander à Marc Ibaldi, qui est professeur à la Toulouse School of Economics, donc un de nos hôtes, peut-être de nous lancer notre table ronde avec un petit point. On parle de transport urbain. Urbain, c'est parfois très loin, puisqu'il y a des gens qui viennent de très loin travailler dans la ville. Alors, qu'est-ce que ça veut dire transport urbain? Où on en est sur qu'est-ce que c'est même que la ville aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle va être demain? Vaste programme, mais en quelques minutes pour lancer nos débats. Bonjour à tout le monde et ravi d'être sur cette session. Oui, urbain, ça veut dire d'abord la ville. Effectivement, la ville est l'endroit de la production. Pour donner une image, on dit, c'était une statistique qui était sortie il y a quelque temps, que 50% du PIB des États-Unis se produisait sur 2 ou 3% du territoire des États-Unis. Ça donne cette idée. Alors, pourquoi ? Les économistes ont mis en évidence ce qu'on appelle les effets d'agglomération. La ville permet la réalisation des effets d'agglomération. Et ces effets d'agglomération sont essentiels pour la croissance. J'espère que les mots que j'utilise ne sont pas considérés comme des gros mots aujourd'hui. Ces effets de l'agglomération, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la ville permet d'abord des coûts de transport plus faibles. Elle permet surtout des échanges d'informations plus importants. Elle permet un meilleur apprentissage des technologies et de l'information. Et elle permet aussi un meilleur appariement entre les caractéristiques et les compétences des travailleurs et les caractéristiques technologiques des entreprises. Ces effets d'agglomération sont très importants. Vous savez, dans l'histoire de la causalité entre qu'est-ce qui fait la croissance, c'est pas en mettant une route, c'est pas en mettant un TGV qu'on crée de la croissance. C'est parce que il y a des villes qui sont puissantes et qui permettent ces effets d'agglomération, qu'il y a de la croissance et qu'on développe les transports. Voilà, cette causalité est un peu compliquée, mais je crois que c'est une des grandes découvertes des économistes, avec en particulier Krugman, de la mise en évidence de ces effets d'agglomération. Le problème, c'est que ces effets d'agglomération créent leur propre déséconomie, et au premier rang desquels, la congestion. La congestion, c'est-à-dire les encombrements, les embouteillages sur le périphérique et dans les rues de Toulouse ou de Paris, mais aussi l'encombrement dans les transports publics, serrés comme des sardines dans le RER A ou B chaque matin. Alors, évidemment, il faut répondre à ces déséconomies d'agglomération. Elles coûtent cher. Chaque jour, c'est ce qu'on a calculé pour la ville de Toulouse. Permettez-moi d'utiliser l'exemple de cette ville que je connais bien et sur lequel donc j'ai un peu travaillé. Chaque jour, quand vous prenez votre voiture à Toulouse, implicitement, vous payez 1 euro de plus. Et c'est intéressant, cet euro, parce qu'un ticket de métro à Toulouse, c'est 1,70 €. Donc, vous ne le voyez pas que vous payez 1 euro à chaque fois que vous prenez votre voiture, mais en fait, vous le payez. Et à la fin, ça fait 200 millions d'euros de pertes de richesse et donc de capacité à développer de la production à différents types de production. Voilà, c'est le point que je voulais faire. Alors,
quelles sont les solutions? Il y en a beaucoup, et c'est bien sûr l'enjeu du transport urbain du futur. Et quelles sont les possibles solutions? Il y en a d'autres que celles que je vais citer. Je vous cite celles qui me paraissent les plus importantes. Tout d'abord, ce qu'on appelle Mobility as a Service, MaaS, c'est-à-dire l'intégration fonctionnelle des différents modes de transport. On parle aussi d'intermodalité. Mais derrière l'intermodalité, il y a le problème de l'interopérabilité. Et c'est des notions un peu complexes, mais en particulier, si vous voulez faire fonctionner différents modes de transport, qui sont souvent produits et opérés par différentes entreprises, différents opérateurs, il faut pouvoir échanger les données. Et donc l'enjeu, et c'est un enjeu extrêmement important, on parle actuellement de la directive SMA au niveau européen, qui a associé ensuite qui a été associée à celle du DMA. Et le problème du partage des données est un élément extrêmement important. Derrière, est-ce qu'on va accepter, qu'est-ce qui vaut mieux comme solution? Alors je vais prendre deux cas polaires. Est-ce que c'est Amazon qui va nous proposer tous les services de mobilité, de la voiture jusqu'au métro, ou Google, peut-être qu'ils seront en concurrence dans différentes villes? Ou alors est-ce qu'on veut que ça soit un service public de faire partager ces données? Et ça pose quelques problèmes. Est-ce que c'est le rôle de l'État de gérer ces données? La deuxième solution, ça me paraît être absolument nécessaire parce qu'il y a consensus maintenant entre les économistes sur ce point-là, c'est la mise en place de péages urbains dans les grandes métropoles. Une ville comme Toulouse, la grande métropole, c'est 4 millions de déplacements par jour. Donc, si vous faites 2 déplacements par jour et qu'on fait environ donc une dizaine de déplacements dans la semaine, si on fait une taxe très petite, disons 2,50 € par semaine, 4 semaines, 10 €, dans l'année, 120 €. Sur cette base-là, ce péage urbain va réaliser à peu près entre 200 millions, autour de 200 millions d'euros par an. Voilà, on revient à votre chiffre de tout à l'heure. Et qui correspond effectivement à la congestion. Et ce qui est intéressant, une autre façon de voir l'importance de ce chiffre, c'est que sur 10 ans, ça fait 2 milliards. Et 2 milliards, ça représente 2 tiers du coût d'investissement de la 3e ligne de métro à Toulouse, qui est quand même une des plus grandes. Marc Ibaldi, je vais juste vous demander, puisqu'on on a la chance d'avoir des praticiens. La 3e solution, vous avez parlé de 3 solutions. La 3e solution, je ne vais pas la développer. Alors à Toulouse, c'est évidemment les nouveaux modes de transport. Je ne vais pas la développer parce que je sais qu'Amazon va en parler. Alors, il y a différents modes de transport pour les habitants. À Toulouse, on vient d'inaugurer le premier téléphérique de transport, qui est une solution très écologique. Mais je pense surtout à tous les modes de transport qu'on doit développer pour rendre facile, je dirais agile, le transport de marchandises en ville. Et en particulier, évidemment, je suis favorable à l'utilisation des drones, j'y crois beaucoup. Drones qui sont évidemment développés
aussi à Toulouse, par une de nos grandes entreprises qui est localisée près de Blagnac. Très bien, merci beaucoup. Donc 3 pistes, 3 solutions, les péages urbains, les nouveaux modes de transport et l'interopérabilité. On a la chance, vous nous avez fait un très bon teasing, hein, comme on dit en bon français, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous des acteurs très importants de la mobilité. Cécile Prévieux, directrice générale adjointe d'Engie, en charge des solutions, en gros des services, dont les solutions de mobilité et les différentes sources de propulsion, on va dire, de mobilité, hydrogène, gaz, on va en reparler. Thierry Mallet est PDG de Transdev, un important opérateur de transport, auteur d'un livre que je vous conseille extrêmement pédagogique qui s'appelle « Au cœur de la mobilité », Voyage au cœur de la mobilité, c'est bien ça Thierry, aux éditions du Cherche-Midi, qui est extrêmement pédago pour s'y retrouver dans tous ces termes que vous avez utilisés, notamment interopérabilité, multimodale, etc. On a vraiment une vision précise. Et enfin, vous en avez parlé à 2 reprises, on attend sa parole avec impatience. Donc le directeur général d'Amazon en France, Frédéric Duval, merci d'être avec nous. Alors peut-être Thierry, juste pour débuter, un petit point dans votre livre, vous parlez beaucoup, non pas vous parlez de centre urbain, mais vous parlez aussi de bassin de vie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que quand on parle de Toulouse, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le centre de Toulouse, l'agglomération, ou est-ce que c'est tous les gens qui bossent à Toulouse et qui habitent à 40, 60, 80 km? Alors, merci beaucoup Pierre-Henri. Alors, je voudrais juste replacer dans la logique du bien commun. Et quand on parle de bien commun, l'objet du transport public, c'est justement faire à la fois de la cohésion sociale et territoriale, c'est également de faire du développement économique avec l'attractivité, c'est également, on va pouvoir le voir, mais on le verra dans le débat, un facteur important en matière de transition écologique. Je voudrais partir avec quelques éléments importants, parce que très souvent, on se concentre sur les centres-villes et on rate l'objectif. Je voudrais simplement vous partager quelques chiffres avec vous. Aujourd'hui, en France, l'outil pour se déplacer tous les jours, au quotidien, c'est la voiture. Quand les Français, c'est 83% des kilomètres, on les fait en voiture. Le transport public, c'est à peine 11%, le transport partagé. La marche, c'est 3% et le vélo, c'est 1%. Ce sont des chiffres de 2019 pour vous donner l'état. Et le choix de la voiture versus les transports publics, c'est un choix qui est un choix contraint. Tous les gens qui peuvent prendre les transports publics les prennent et la crise actuelle le montre, puisqu'aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de l'essence, nous n'avons pas eu d'augmentation de fréquentation des transports publics dans aucune ville, quelques pourcents, donc c'est très très marginal. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de la population qui n'est pas desservie et ce sont les bassins de vie. La mobilité, on se déplace pour aller travailler, pour étudier, pour faire plein de choses. Et d'ailleurs, les déplacements du quotidien, le domicile-travail, c'est plus de 50% des déplacements. Donc on voit bien que l'enjeu, il est entre l'endroit où vous habitez et l'endroit où vous travaillez. Et aujourd'hui, c'est souvent des bassins de vie qui font 50 km. Et aujourd'hui, on concentre l'offre dans les cœurs des métropoles. Et on ne résoudra pas le problème des métropoles si on ne résout pas le problème de la périphérie. Parce que c'est en périphérie qu'est l'enjeu. Les gens en périphérie n'ont pas de solution, ils prennent leur voiture et ils la retrouvent dans le cœur de la métropole. Dans le cœur des métropoles, sur 3 voitures, 2 viennent de l'extérieur et n'ont pas trouvé de parking relais, n'ont pas trouvé de métro, n'ont pas trouvé de tram pour y venir. Donc c'est vraiment important de travailler à la bonne échelle et à l'échelle du bassin de vie. Et les péages urbains ne changeront rien. Les péages urbains vont être des solutions qui excluent, pas qui aide, puisqu'on voit très bien aujourd'hui que la taxe carbone n'a pas permis et ne sera pas du tout efficace dans le domaine du transport s'il n'y a pas d'alternative. Le jour où il y a une alternative, ça sera vrai, mais ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, il est vraiment important de travailler à cette échelle-là, à l'échelle de l'aire urbaine, avec des solutions. Et il existe des solutions, on pourra en parler, pour desservir les périphéries, pour desservir la zone peu dense, parce qu'effectivement, l'enjeu de ces zones-là, c'est qu'on a des zones peu denses et les solutions classiques ne sont pas applicables. Et c'est là qu'est notre enjeu, parce que les émissions de ces aires urbaines, c'est 60% des émissions des voitures qui sont réalisées en aire urbaine. Globalement, le transport, c'est 30% des émissions. La voiture individuelle, c'est 16% des émissions nationales. Et de ces 16%, vous en avez 30% pour la grande distance, 10% pour le rural et 60% pour les aires urbaines. Et c'est vraiment là que doit porter notre effort. Et ce n'est pas simple parce qu'aujourd'hui, on sort du territoire de la métropole de Toulouse, de Lyon, de Bordeaux.
Et on est effectivement sur un territoire qui va jusqu'à 50 km. Et ce territoire s'est accéléré avec la métropolisation, la concentration des emplois et le fait que beaucoup de gens, pour continuer de travailler dans ces métropoles, sont partis habiter à l'extérieur. Voilà, donc ça c'était la notion de bassin de vie qui est essentielle si on veut progresser sur une mobilité plus inclusive, plus sociale, qui va servir l'économie, mais qui va aussi permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Merci Thierry. On va revenir notamment sur les péages urbains, parce qu'eux, ils sont plutôt pour les centres-villes, pas pour les bassins de vie. Donc, j'aimerais bien savoir comment on articule tout ça. Frédéric Duval, on a parlé de vous à plusieurs reprises. Il y a une grande attente vis-à-vis d'Amazon. On sait que y a des petites fourgonnettes partout qui livrent des colis à Amazon. On sait que ça a une préoccupation pour Amazon. Vous avez affiché publiquement, le groupe, des objectifs extrêmement ambitieux en matière de décarbonation. Donc je voulais déjà savoir où on en est. Et puis peut-être rapidement, Marc Ivaldi place beaucoup d'espoir dans les drones. Vous avez fait beaucoup de communication autour de ça. Personnellement, je trouve que, je me disais c'est peut-être un peu du gadget, mais visiblement non, puisque vous avez l'onction académique de Toulouse sur ce développement. Alors, merci de me donner la parole et très heureux d'être au Common Good Summit. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Oui, la protection de l'environnement est devenue un axe fondateur de notre entreprise. On a co-créé avec Global Optimism cette ambition qui est The Climate Pledge, qui consiste à décarboner complètement l'entreprise d'ici 2040, soit 10 ans avant les accords de Paris. On a emmené avec nous environ 300 entreprises désormais qui ont co-signé avec nous, dont des entreprises françaises comme Schneider, comme Colis Privé, Relais Colis et d'autres. Et ce sont aujourd'hui plus de 8 millions de salariés qui travaillent à développer désormais et prendre des objectifs pour décarboner leur entreprise. Ça nous amène à être désormais, nous Amazon, le premier acheteur privé d'énergie renouvelable au monde et à développer des projets. Alors on en a deux là qui sont, il y en a un qui va démarrer très vite. On ne le sait pas, vous êtes producteur d'énergie. On est producteur d'énergie renouvelable. On a un centre solaire qui démarre en Gironde pour 15 MW là dès 2022 et on en a un autre dans l'Aude qui va démarrer en 2025 pour 23 MW supplémentaires. Donc on aura 38 MW installés en France à partir de 2025. Bref, tout cela nous amène. Et effectivement, dans toute cette problématique, l'entreprise Amazon et d'autres ont ce souci de décarboner leur chaîne logistique. Nous, on fait beaucoup de logistique et notre chaîne logistique. Alors, peut-être pour démarrer là-dessus, je voudrais dire que, pour répondre aussi à votre question, le transport est un problème dans notre société. 83% des gens l'utilisent en voiture, les centres-villes sont congestionnés et l'e-commerce est un moyen de décongestionner. Aujourd'hui, on voit l'e-commerce comme des camionnettes supplémentaires, mais en fait, ce sont des transports individuels en moins. On estime, c'est pas moi qui le fais, c'est Oliver Wyman, que 1 km parcouru par une camionnette de livraison, c'est environ 4 à 9 km de véhicules individuels qui est et si on raisonne, imaginez ce que serait la congestion des centres-villes si on demandait à chacun des Français de prendre leur voiture pour aller chercher leur courrier à la poste. Évidemment, ce serait un bazar total. Évidemment, la société s'est organisée pour acheminer les courriers chez les gens avec une fonction qui est claire, c'est le facteur. Eh bien, la livraison de colis à domicile, c'est exactement la même chose, c'est la livraison mutualisée de transport en commun à domicile de marchandises. Et en cela, elle est déjà plus vertueuse que le commerce traditionnel. Ok, ça c'est posé. On verra si vous avez l'onction académique là-dessus. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus, Marc, sur le carbonation e-commerce ou pas, mais on va y revenir. Nos fourgonnettes blanches qui nous polluent, combien de temps on va en avoir? Quel est le programme que vous avez? Est-ce que vous avez d'autres? Est-ce que vous avez des alternatives? On parlait des drones, il y en a peut-être bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, l'e-commerce est moins polluant, mais on peut faire encore mieux. Et évidemment, la décarbonation de la chaîne logistique en utilisant des moyens électriques de livraison ou bien des moyens de mobilité douce est quelque chose d'important. Et on y va à marche forcée. Aujourd'hui, à Paris,
toute la région, sur la région de Paris, 2/3 de nos livraisons désormais est livrée en mobilité douce, 0 émission. Nous avons... Votre objectif, c'est 0 émission pour tout en 2030. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'en 2040, nous soyons complètement décarbonés. En 2040. Et avec une marche, on va dire, intermédiaire, c'est qu'en 2025, dans 3 ans, nous ne ferons fonctionner l'entreprise qu'avec de l'énergie renouvelable. Et en 2030, nous aurons 50% au niveau mondial, 50% des livraisons qui seront entièrement décarbonées aussi. Donc voilà la marche dans laquelle on est. En France, on avance un peu plus vite. Comme je vous le disais, à Paris, on est à 2/3 de nos livraisons en mobilité douce. On a démarré à Toulouse avec une entreprise qui s'appelle Sangès, que vous connaissez peut-être, qui désormais fait tout le centre-ville avec des cargo bikes. Et donc nous mutualisons les services, les surfaces de Sangès avec nos services pour faire en sorte que, on utilise leurs bâtiments en centre-ville pour partir de là et livrer avec des camions. Très bien, merci beaucoup. Les drones, c'est plus à l'ordre du jour? Les drones, aujourd'hui, c'est une bonne idée, mais pour être... Vous savez, j'aime beaucoup les choses qui sont, comme disent les Américains, at scale, et pour être en mesure de travailler pour l'ensemble des consommateurs et d'assurer une livraison qui soit pérenne et économique et écologique pour l'ensemble des consommateurs, je préfère qu'on aille sur des moyens qui soient plus volumineux en termes de routes possibles à réaliser. Bon, désolé, Marc Ibaldi, c'est plus dans les priorités d'Amazon, en tout cas pour le transport urbain. Peut-être que quand on est à la campagne, ça peut être adapté. On va y revenir. Cécile, vous êtes directrice générale adjointe donc à Engie. Vous êtes à la fois donc producteur d'énergie comme Amazon. Vous en produisez un petit peu plus puisque ça fait partie vraiment du métier d'Engie. Vous produisez toutes sortes d'énergie et vous occupez des solutions de service chez Engie. Donc quel est le bon mix en termes, on parlait des véhicules électriques. Chez Transdev, on utilise toutes sortes de carburants, ça va des trains, du vieux diesel, il doit en rester pour les bus, du gaz, l'hydrogène. Vers quel mix on se dirige, à votre avis, du point de vue de la mobilité urbaine? Qu'est-ce qui vous paraît le plus adapté? Transport individuel, collectif, de colis, vers quoi on se dirige et quelles sont les expériences que vous menez actuellement chez Engie dans les différentes agglomérations? Alors d'abord, je voudrais revenir sur ce grand mouvement quand même de décarbonation du transport qui est soutenu, alors urbain et plus largement, et qui est soutenu par des réglementations européennes et nationales très importantes. Vous savez que l'Union européenne a mis en place des règles sur les émissions des véhicules neufs, avec des taxations sur les constructeurs automobiles depuis le 1er janvier 2021. Donc ça conduit à verdir tous les nouveaux véhicules construits, et notamment les véhicules légers, avec énormément de véhicules électriques désormais dans le parc des constructeurs. Deuxième chose, suppression en 2035 au niveau européen du thermique, quand même. Donc c'est très fort. Et puis dans les agglomérations, on n'en a pas parlé, mais en France, on a quand même une loi qui a instauré des ZFE, zones à faible émission. Aujourd'hui, sur les plus de 150 000 habitants, les agglomérations, qui donc conduisent les décideurs urbains à prendre des décisions aussi drastiques pour passer au transport décarboné. On a par exemple aussi en Angleterre des réglementations sur l'habitat qui obligent pour tout nouveau bâtiment ou rénovation de bâtiment à mettre des bornes électriques au pied des immeubles tertiaires ou des immeubles résidentiels collectifs. Donc tout ça, c'est vraiment un mouvement de fond pour la décarbonation. Après, voilà, quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour passer à ces transports propres? Alors, d'abord, il faut des infrastructures. On sait bien que c'est la poule et l'œuf. Vous pouvez avoir des véhicules électriques. C'est les fameuses charges. Si vous n'avez pas, très bien d'avoir une voiture électrique à condition de pouvoir trouver une charge et de ne pas mettre 1h30 à charger sa voiture, parce que c'est un peu le problème aujourd'hui. Absolument. Sans parler qu'on ne peut pas payer avec sa carte bleue à la charge, mais bon. Alors ça, c'est pas vrai partout.
Donc effectivement, il faut que ça soit aussi simple qu'aujourd'hui le véhicule thermique. Vous allez à la pompe, vous refuelez, comme on dit, très vite. C'est très simple. Il faut que ça soit la même chose demain pour toutes ces solutions vertes. Donc, première chose, on voit bien que sur le véhicule léger, pour répondre à votre question, c'est clairement l'électrique qui commence à massivement prendre le marché. Alors l'électrique, c'est même sur le transport logistique, c'est toujours le premier et le dernier kilomètre. C'est la solution pour avoir des distances, on va dire, limitées en termes d'autonomie. Ensuite, on voit que sur le transport plus lourd, donc je pense par exemple aux autobus, donc les bus urbains, les bennes à ordures, on n'en parle pas, mais il y en a très souvent tous les jours dans les rues, dans les agglomérations. Là, on est plutôt sur du vecteur gaz. Alors ça veut dire soit du bio-GNV. Aujourd'hui, plus de 40% des immatriculations de nouveaux bus urbains sont au GNV ou bio-GNV. Ou bien ça peut être aussi de l'hydrogène. On a déjà des premières flottes qui tournent de bennes à ordures ou d'autobus à l'hydrogène. Alors pourquoi ces solutions plutôt gaz pour ces véhicules? D'abord, ce sont des véhicules lourds qui ont des fortes puissances. Ensuite, c'est aussi très rapide, j'ai envie de dire, à faire le plein. Donc c'est vrai que sur ces solutions-là, avec la distance aussi, ils ont quand même des rondes et un certain nombre de kilomètres où c'est vrai que c'est plutôt privilégié. On a encore des bus électriques et ça se développe aussi, mais c'est vrai que le bus GNV est quand même une solution phare aujourd'hui parce que la technologie est mature. Deux mots, Thierry, juste pour réagir. Vos bus, ils marchent à quoi et à quoi ils vont marcher en 2040? Alors, il y a deux cas de figure très différents. Ils roulent plutôt qu'ils marchent. En urbain, on sent une accélération extrêmement forte vers l'électrique, beaucoup plus rapide, et ça va... Alors, on a encore des bus au biogaz, mais on voit vraiment le passage à l'électrique. Transdev, on a à date une flotte de 1800 véhicules électriques qui tournent dans le monde. Et la dernière grosse opération qu'on a réalisée, c'est le lancement simultanément de 400 bus électriques pour la ville de Bogota en Colombie. Vous voyez, de dire que ça se passe partout, sur tous les territoires. Donc, il y a des bus effectivement biogaz qui ont toute leur place. Et à mon avis, le mix énergétique est indispensable, notamment dès qu'on est sur des distances longues, qu'on n'a pas un dépôt où on peut ramener le bus le soir pour le charger. Et c'est très appliqué à ce qu'on appelle les autocars, qui sont la différence entre le bus et l'autocar. Le bus, c'est l'endroit où vous pouvez être debout. L'autocar, vous êtes assis, vous avez une ceinture de sécurité. Ça va plutôt dans la périphérie. Et donc là, on a plutôt des solutions biogaz. Et puis, effectivement, comme vient de le dire Cécile, l'hydrogène, on a à peu près une cinquantaine de véhicules hydrogène aujourd'hui qui circulent. Ça reste une solution qui est encore en développement. C'est cher. Alors que l'électrique est pratiquement au coût du diesel avant la crise. Sur la durée de vie du véhicule, on est à peu près équivalent entre les deux aujourd'hui en France, ce qui n'est pas le cas clairement de l'hydrogène. Merci beaucoup. Et moi, ce que j'avais retenu et qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'effectivement, on a des solutions décarbonées à Bogota. Ce n'est pas un problème de nord-sud. On a souvent tendance à opposer le nord et le sud en disant que les conurbations du sud sont les plus polluantes, etc. Mais en fait, peut-être parce que la pression est telle qu'ils sont bien obligés de trouver des solutions. Et l'exemple de l'appel d'offres de Bogota est intéressant de ce point de vue-là. On va prendre une première question qui est pour vous, Marc Ibaldi. Mais j'aimerais bien aussi avoir nos autres témoins sur a-t-on modélisé une taille de ville optimale qui permet de bénéficier de vos effets d'agglomération tout en maîtrisant la congestion et les coûts d'approvisionnement. Alors, est-ce qu'il y a une taille de ville qu'il ne faut pas dépasser? Par exemple, en France, les pouvoirs publics ont beaucoup poussé à la création de très grosses métropoles. Est-ce que c'était malin ou est-ce qu'il y a d'autres modèles? Quel est le bon modèle du point de vue, en tout cas, de notre sujet du transport? Est-ce qu'il y a une taille critique, Marc Ibaldi? Oui, il y a beaucoup de recherches théoriques là-dessus. Et sur les recherches empiriques, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, ce dont on s'aperçoit, une des constantes, c'est que
la structure des villes est organisée de telle façon, et la localisation des individus et des activités se fait pour que, en moyenne, les déplacements soient de l'ordre de 30 minutes. Vous pouvez prendre n'importe quelle ville au monde, c'est ce qu'on observe. Donc, après, il ne faut jamais prendre une ville ensemble. Vous pouvez pas, il faut une ville comme Paris, elle se décompose. Et c'est autour de cette notion de 30 minutes que les choses se constituent. D'accord. Ça, c'est une loi universelle ou parce qu'on dit que les Américains, par exemple, sont beaucoup plus mobiles. Non. On retrouve ce 30 minutes quasiment. Alors, il a un peu bougé. Alors maintenant, effectivement, avec le télétravail qui s'est un peu généralisé, qui est rentré dans nos mœurs avec la crise sanitaire, les choses sont peut-être un peu en train d'évoluer. Voilà tout ce qu'on peut dire. Alors, Thierry voulait réagir et Frédéric aussi, je crois, sur la règle des 30 minutes. C'est vrai ça alors ? La conjecture de Zahavi, il faut la regarder de manière un tout petit peu plus réservée que ça. En réalité, aujourd'hui, c'est vrai que ça s'applique avec des disparités terribles, qui excluent, parce que c'est les gens qui habitent, les plus riches qui font les moins de kilomètres, et ceux les plus pauvres qui font le plus de kilomètres. Si vous êtes à Paris, c'est pas 1 heure de trajet par jour, parce que les 30 minutes, ça devient 1 heure de trajet par jour aller-retour. Hein. Donc ça veut dire qu'à Paris, vous êtes plutôt à 1h30, et à Los Angeles, vous êtes à 2 heures, voire 3 heures. Donc c'est des règles qui s'appliquent localement et qui ne sont pas universelles, parce que ça varie suivant les territoires. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a plutôt de la dégradation, parce que de fait, il y a beaucoup plus de congestion. Derrière les villes, il y a un vrai problème d'urbanisme. Ce n'est pas un problème de taille, parce que vous pouvez prendre Singapour, 5 millions d'habitants, 500 000 voitures, une voiture pour 10 habitants. Il y a effectivement des restrictions. Vous ne pouvez pas avoir de voiture si vous n'avez pas de permis voiture, un permis qui vous autorise d'avoir une voiture. Donc c'est très contraint. En échange de quoi, vous avez un système de transport public. Alors c'est une ville-État qui couvre la totalité du territoire, avec un système extrêmement efficace qui va partout. Donc on est dans un univers qui a été conçu pour le transport public et qui du coup réalise aujourd'hui, on a laissé effectivement l'urbanisme une grande liberté, on a fait des zones pavillonnaires, on a fait des zones peu denses, on voit très bien des pays notamment comme la Norvège qui ont forcé le fait d'avoir de l'urbanisme et des habitats à moins de 3 km d'une gare, une gare avec un vrai service, ça veut dire des trains toutes les demi-heures ou toutes les heures, toute la journée, pas 4 trains par jour, et là ça marche. Encore une fois, il y a un vrai enjeu de conception de la ville. Ce n'est pas un enjeu de taille, c'est un enjeu de conception de la banlieue, de maîtrise de l'urbanisme, qui fait qu'après, on peut avoir des systèmes efficaces. Alors, on ne se débarrassera pas de la voiture. Hein. La voiture, c'est 80%, même aux Pays-Bas, 75%. Mais si on faisait passer la voiture de 80 à 60%, et si on permettait aux gens de choisir de ne pas prendre leur voiture, parce que beaucoup de gens n'ont pas le choix, ça serait déjà un grand avantage. La liberté, ce n'est pas la voiture. La vraie liberté, c'est de pouvoir se passer de sa voiture, et il y a beaucoup de Français qui n'ont pas cette liberté-là aujourd'hui. Et un thème d'ailleurs totalement absent de la dernière campagne électorale. Hein. Moi, j'étais très très surpris qu'on n'ait pas parlé de ça, alors qu'on a vu ce qui s'est passé ces dernières années en France, que ce thème-là est complètement disparu. Vous vouliez réagir sur les délais, sur les 30 minutes ? Non, je voulais réagir sur la taille moyenne des villes, la taille optimale des villes. Ça m'a fait penser à la citation de Coluche. C'est quoi la bonne longueur pour les jambes ? C'est quand les pieds te touchent par terre. Et c'est un petit peu ça, et je suis d'accord avec M. Mallet. Si la ville est bien foutue, si on organise bien les transports en commun et les transports individuels, la ville peut être assez grande. Et ça s'applique d'ailleurs à l'e-commerce, pour faire en sorte que nous livrions de façon optimisée et écologique dans une ville, même grande. Il va falloir amener les produits dans la ville, dans des entrepôts qu'on va utiliser en mutualisation avec d'autres sociétés, et de ces entrepôts centraux dans la ville, eh bien, on va pouvoir faire de la livraison écologique et rapide. Est-ce que la livraison écologique peut être plus longue ? Est-ce que le client est prêt à accepter d'attendre ? Je pense pas que ce soit une question de longueur de livraison, c'est une question d'organisation. Si l'organisation est bien faite, on peut faire la livraison le lendemain sans du tout polluer plus. Bien au contraire. Mais effectivement, c'est une question d'organisation, et M. Mallet le disait, et de mise en place
d'infrastructures dont vous parliez aussi, Madame Prévieux. Alors, on a beaucoup de questions sur les ZFE, les réseaux de charge, etc. Je voulais, Cécile, vous poser une question. Vous évoquiez ce sujet tout à l'heure sur le rôle des pouvoirs publics, on va dire. On va faire global, l'État ou les communes ou les, je sais pas quoi, les départements. C'est d'ailleurs peut-être un problème qu'il y ait autant d'acteurs qui soient partie prenante dans la mobilité. Est-ce que ça serait le rôle de l'État, par exemple, vraiment de mettre en place des infrastructures, un réseau, on parle des bornes électriques par exemple, ou est-ce que c'est aux opérateurs privés de le faire? On a l'impression que c'est pas très clair. Par exemple, pour le thermique, c'est des opérateurs privés. Les stations d'essence, elles ne sont pas opérées par l'État. Et là, on a une demande en fait, pour que ça soit plutôt le public qui, en tout cas, ça soit de sa responsabilité. Je voulais savoir, vous mettez en place aussi des réseaux de charge, ça fait partie de vos métiers. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Quelle est la doctrine? Alors, en France, on est en retard sur le déploiement des infrastructures de recharge. Vous savez qu'il y avait un objectif de 100 000 bornes déployées à fin 2021. On n'y est pas du tout. On était à 50 000. Alors, on a accéléré en 2021, mais pas sur ces objectifs-là. Et le 100 000, on l'atteindra certainement en 2023. Donc voilà un peu l'état. En face, on a aujourd'hui plus de 800 000 véhicules électriques qui roulent, si on prend janvier 2022. Donc vous voyez qu'on a une progression beaucoup plus rapide en fait de la flotte de véhicules électriques par rapport aux bornes de recharge. Alors aujourd'hui, quel est l'état de la réglementation en France? Donc l'État a pris en charge plutôt les grands axes, autoroutiers, grandes voies de circulation. Donc il a obligé pour 2023 toutes les aires d'autoroute à avoir des points de recharge donc rapides, électriques. Donc il y a plein d'appels d'offres qui sont lancés par les sociétés autoroutières pour s'équiper de bornes de recharge ultra rapides. Évidemment, on accompagne tout ça et on va déployer sur les autoroutes ce type de service. Mais on a aussi les communes et les collectivités. Et là, la bonne maille, c'est la métropole. On voit vraiment que l'organisation du transport, il est pour filer les remarques précédentes, c'est pas le centre, le cœur de la ville, c'est vraiment la métropole, puisque tout ça constitue effectivement une aire urbaine cohérente. Et on voit par exemple que, je prends l'exemple, il y a Paris bien sûr, qui a lancé, là par contre c'est que la ville, donc ça n'a pas été concerté avec, c'est pas le Grand Paris. Par contre, l'Eurométropole de Strasbourg a lancé le déploiement de bornes, et c'est nous qui sommes en charge de ce déploiement. D'abord, c'était 180 points de charge. Maintenant, ils veulent 500 points de charge et ils nous ont demandé maintenant 1000 points de charge. Donc, c'est toutes les communes et tous les maires avec lesquels on décide des localisations des bornes, plutôt sur du résidentiel. Donc, on est surtout sur des bornes plus lentes, puisque les gens, en fait, qui n'ont pas de place de parking ont une place gratuite et rechargent pendant la nuit leur véhicule. C'est plutôt compétitif comme prix. Par contre, on peut avoir des bornes plus rapides près de, par exemple, des centres commerciaux, près des nœuds un petit peu plus de circulation, où là, on a des bornes plus rapides. Et c'est ce déploiement sur le territoire qu'on fait avec les élus. Et ça passe par une réglementation qui s'appelle la concession de service. On n'est pas sur des délégations de service public, puisque ce n'est pas un service public, le véhicule électrique, mais on est sur des délégations de service, c'est-à-dire une autorisation d'occupation du domaine public sur 15 ans ou 20 ans, exclusive, pour pouvoir effectivement implanter ces bornes et qu'elles soient rentables pour mailler le territoire avec des bornes modernes. Et je finirai avec un point, c'est qu'il y a des bornes qui ont été installées il y a quelques années qui aujourd'hui sont assez obsolètes. Et donc il y a beaucoup de collectivités qui se retrouvent avec des bornes qui ne sont pas performantes, qui ne marchent pas. Et la satisfaction du consommateur est absolument clé à l'expérience client pour la recharge. Et on a aussi ce besoin de renouveler donc ces vieilles bornes de recharge qui aujourd'hui sont obsolètes et donc renouvelées et déployées dans les agglomérations. Donc voilà un petit peu ce qui existe. Ça avance, mais j'ai envie de dire c'est aussi à la volonté des présidents de métropole et des donc c'est eux, en fait, c'est les métropoles qui ont la main très rapidement sur les réseaux de charge. Et puis on va revenir sur une question.
Est-ce que vous, Amazon, vous avez votre propre réseau? Est-ce que vous poussez, vous financez? Vous êtes en concertation avec les métropoles, les concessionnaires? Comment ça se passe? Parce que vous avez intérêt à ce qu'on est partout et que ça se charge vite quand même. Absolument. On a intérêt, on veut électrifier notre flotte très rapidement. Quand on s'installe dans un territoire, on le fait en partenariat avec les élus locaux, avec les associations locales, et on essaie de faire en sorte que voilà, on soit tous ensemble intégrés. C'était le cas d'ailleurs autour de Toulouse. Et oui, nous développons désormais des bâtiments avec des chargeurs locaux pour que les véhicules soient chargés de façon autonome sur nos bâtiments. D'accord, donc c'est vous qui vous en chargez, si je puis dire. Ok. Et chez Transdev, vos bus, c'est vous qui les... Enfin, vous avez vos propres systèmes, c'est complètement intégré, vos bus électriques, là, je ne sais pas. Alors, la plupart des bus, il y a un peu de charge en réseau, c'est-à-dire de charge où il y a des chargeurs où le bus s'arrête quelques minutes pour être chargé en réseau. Mais de plus en plus, on fait, avec l'efficacité des batteries, on fait uniquement de la charge de nuit. On installe ça dans nos dépôts. Et dans le cas de Bogota, si j'y reviens, on a construit un dépôt de 40 000 m² pour pouvoir effectivement charger les bus. L'intérêt des dépôts, c'est qu'on constate qu'effectivement, on va les utiliser le soir. Donc, on réfléchit à utiliser tout le système de chargement et la puissance disponible pour pouvoir mettre des charges à l'extérieur du dépôt pour des véhicules individuels. C'est-à-dire qu'on pourrait effectivement ouvrir sur l'extérieur nos dépôts pour permettre de charger des véhicules particuliers à proximité des dépôts. Alors, ils ne sont pas toujours très, très bien placés. Par définition, ils ne sont pas en cœur de ville. Mais il y a la possibilité de développer une offre et on a justement des liaisons électriques fortes parce que l'un des gros enjeux, ce n'est pas tant le chargement, c'est d'avoir la puissance. Et donc, une fois qu'on a installé des câbles de puissance qui viennent au dépôt, on peut en faire bénéficier le territoire autour du dépôt. D'accord, donc c'est bien si on habite près d'un dépôt de bus, là on peut être chargé très vite. Hein. Voilà. Ouais. Juste rebondir. une petite anecdote, Amazon, vous savez peut-être que Amazon utilise, on parlait des bus au dépôt la nuit, Amazon utilise, je crois que c'est avec un concurrent, je suis désolé. Justement, je voulais en parler. Je voulais dire qu'effectivement, la mutualisation des surfaces de la RATP, quatre sites de la RATP dans Paris, quand les bus de la RATP ne sont pas là, on utilise ces surfaces pour effectivement amener des marchandises et démarrer notre activité de livraison en mobilité douce depuis ces entrepôts de la RATP. Donc si Transdev dans d'autres villes souhaite envisager des partenariats pareils, c'est tout à fait possible. Ça fait partie du sujet. La pénurie de foncier en centre-ville fait partie du sujet du transport urbain. On va revenir 2 secondes sur le centre-ville. Effectivement, on voit pleuvoir toutes les réglementations d'interdiction de certains carburants, de certaines mobilités, etc. en centre-ville. Le péage urbain, les ZFE. Je voulais savoir un petit peu que vous reveniez sur, et on a une question sur le sujet. Ne pensez-vous pas que la mise en place de la ZFE soit une fausse solution tout aussi exclusive que les péages urbains? Qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est le moins pire, on va dire, visiblement, puisque c'est un peu le sens de la question, entre péage urbain et ZFE? Bon, je vais être un peu provocant. Les politiciens préfèrent les méthodes de blocage. Ça leur paraît beaucoup plus facile que la tarification. Le problème, c'est qu'une ZFE, si vous ne voulez pas avoir l'amende de 135 €, il faut changer de voiture. Et ça coûte très cher. Donc c'est très pénalisant pour justement les revenus les plus faibles. Si vous mettez en place un péage urbain tel que je le définissais, c'est-à-dire avec une toute petite taxe, c'était de l'ordre de ce que j'avais, l'exemple que je prenais tout à l'heure. 120 € par an, c'est ça? Exactement, ça fait entre 0,20 et 0,25 par déplacement. Donc ça rapporte à la collectivité 200 millions. Alors, il ne faut pas que ces 200 millions aillent dans le budget de la métropole. Il faut que ça soit sanctuarisé et géré par une commission indépendante. Et cette commission indépendante, elle peut faire 2 choses avec ces 200 millions. Elle peut justement compenser ceux qui ont des revenus les plus faibles pour accéder à d'autres modes de transport, et en particulier aux modes de transport public, mais aussi individuels.
Et aussi, évidemment, d'utiliser cet argent pour construire d'autres infrastructures dont on a besoin. Parce que, comme l'a dit M. Mallet, le fait que la voiture, on soit contraint pour la voiture, c'est parce qu'on n'a pas un transport public qui est comme la voiture, c'est-à-dire 83%. Oui, c'est dans les rêves le plus fous, on est à 60-70, quoi. Donc bon, et alors ce qu'il faut quand même voir, c'est que la voiture restera. Et si c'est une voiture électrique, c'est une voiture qui est devant chez soi et donc facile à utiliser. Donc ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les transports publics soient le plus proches de la qualité de la voiture. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important et qu'il faut créer. Donc, ça veut dire plus de fréquences, des transports publics plus simples, plus faciles dans les gares, et tout ceci est évidemment sur la table. Et donc, plutôt péage que ZFE, on a bien compris. Pour moi, c'est plutôt péage, oui. Thierry Mallet, très rapidement, parce qu'on a une question pour Amazon. Alors, très rapidement, pour donner un exemple de solution de transport très simple à mettre en place, qui sert les périphéries et qui est très très efficace, c'est des parkings relais en très grande couronne, à 40 ou 50 km des villes, et qui desservent le centre-ville. Alors, on en a un en région parisienne, mais j'aime bien prendre l'exemple de Bordeaux, où on a effectivement une ligne entre la ville de Créon, qui est à 30 km de Bordeaux, et Bordeaux. On a ouvert cette ligne en 2019, juste avant le Covid. Depuis le premier jour, il y a plus de 1000 personnes par jour qui prennent ce car, du coup, qui peuvent aller à Bordeaux directement. Il n'avait pas de voie dédiée aujourd'hui. À la fois la métropole de Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine travaillent à effectivement donner des voies dédiées pour ce car. Et les personnes qui prennent ce car économisent tous les jours, alors c'est avant la crise actuelle, plus de 200 € d'essence. Et ça, c'est un vrai gain de pouvoir d'achat et c'est effectivement des émissions extrêmement réduites puisque au lieu d'avoir 1000 voitures, on a une vingtaine de cars qui circulent tous les jours. Donc c'est juste pour donner l'exemple de ce qui peut être mis en place très rapidement et sur les périphéries et qui est très 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 efficace. On a la même chose en région parisienne et ce modèle a été appliqué par la ville de Madrid. Il me semble qu'on a un peu oublié les parkings dans les nouvelles gares du Grand Paris. Là, les parkings, on ne les met pas au droit des gares. Hein. Le parking, il est à 30 km, à l'endroit où ça coûte pas cher et du coup, vous avez un service de car qui vous amène à la première gare. C'est ça le modèle. C'est 2 ruptures de charge. Alors, on l'a en région parisienne. Quand vous avez des cars en région parisienne, on a des cars toutes les 5 minutes le matin. Parking de Brie-sous-Forges, à 50 km de Paris. On a dû passer d'ailleurs sur des cars impériales, tellement la demande était forte, de gens qui veulent prendre. Mais si vous avez des cars toutes les 5 ou les 10 minutes et que vous avez sur une gare derrière, le problème de la rupture de charge n'est pas un problème parce que vous avez de la fréquence. D'accord. Et après, le but, c'est d'aller de 6h du matin à 10h du soir pour vous assurer que vous avez une vraie alternative à la voiture. Si vous avez 4 cars par jour, ça ne marche pas. Il vous faut effectivement une qualité de service. Donc, il vaut mieux choisir des axes et les gens vont peut-être faire 5 ou 10 km pour aller jusqu'au parking relais. La voiture fait partie de la solution. Et là, vous recréez artificiellement de la densité dans une zone peu dense. Mais ils vont faire 5 à 10 km, pas 50. Et c'est là qu'est le gain de pouvoir d'achat, c'est là qu'est le gain d'efficacité. La voiture fait partie de la solution, mais ce n'est pas la solution. Alors, on a parlé des 3 premiers kilomètres, des 50 km. Je voudrais qu'on revienne au dernier kilomètre, celui qui est dans le centre urbain, avec une question pleine de bon sens. Lorsque nous vivons dans des centres urbains ou des zones bien desservies en transport, n'est-il pas plus pertinent de faire retirer des colis en point relais que de faire circuler une camionnette effectuant de nombreux arrêts? Quelle est la politique d'Amazon là-dessus effectivement, c'est une habitude qui peut se prendre d'aller au bureau de tabac ou je ne sais où. Quelle est l'évolution, on va dire, dans des centres urbains, on va dire bien desservis, où on puisse utiliser les transports en commun? On peut globaliser cette question en disant, doit-on donner le choix aux clients de différents modes de livraison qui soient écologiques et qui soient disponibles dans les centres urbains. Ça peut être effectivement une livraison rapide à domicile, ça peut être une livraison effectivement en point relais, puisque des points relais, désormais, il y en a 25-30 000 aujourd'hui répartis sur toute la France. Moi, je suis absolument en faveur de faire en sorte que les points relais soient utilisés. Il faut cependant quand même que ces réseaux soient capacitaires et puissent être en mesure de faire en sorte de livrer les colis. Aujourd'hui, on est entre un petit peu moins de 10% aujourd'hui de nos colis sont livrés en point relais et c'est très bien. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ça fait d'ailleurs en plus du trafic dans les commerces
et les différentes... Et vous avez comment dire, la possibilité, comme c'est vous qui avez le pricing, vous avez la possibilité C'est pas une question de pricing. C'est pas une question de pricing. C'est une question. Je suis prêt à payer 3 € de plus pour l'avoir chez moi ou aller dans le point relais. Oui, vous pouvez influer vraiment sur le trafic. Mais de toute façon, la camionnette vient en centre-ville. Elle vient au centre-ville et repart. Elle vient au centre-ville et elle dépose les colis de façon optimisée et déjà faisant une amélioration de l'équation écologique par rapport à des déplacements individuels, ou bien, pour ceux qui le souhaitent et qui ont une vie qui permet d'aller chercher des colis en point relais, eh bien, on délivre, c'est cette même camionnette qui délivre les colis en point relais. Les deux choses sont possibles et il faut laisser aux Français la possibilité de choisir comme ils le veulent. Alors, il y a des questions qui concernent l'hydrogène. C'est un sujet qui revient beaucoup. D'ailleurs, Challenge a fait un hors-série, figurez-vous, pour la 2e année consécutive sur l'hydrogène. C'est dire combien ça intéresse. On a vu que l'État allait consacrer plusieurs milliards à cette technologie. Est-ce que c'est vraiment, on nous a parlé de tout électrique, est-ce que c'est vraiment une solution à long terme? Est-ce que vous y croyez? Chez Engie, il y a des grands groupes français qui sont mis à fond, comme l'Air Liquide, qui est le plus célèbre, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose, on a vu là que pour l'instant c'est un peu expérimental quand même chez Transdev, est-ce que Engie investit massivement dans cette technologie? Alors, déjà, Engie est sur l'hydrogène vert, c'est-à-dire l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau avec de l'électricité verte. Pas du tout sur l'hydrogène gris ou bas carbone ou décarboné. On est vraiment que sur du vert par rapport à d'autres acteurs. Donc, nous, nos deux axes, c'est bien sûr l'industrie. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est très utilisé dans l'industrie, l'hydrogène gris. Donc, comment verdir ses usages? Et c'est aussi la mobilité. Donc, dans la mobilité, aujourd'hui, il y a un cadre favorable en France qui permet de compenser 30% du surcoût d'un véhicule à l'hydrogène. Pareil sur l'électrolyseur, il y a aussi des subventions sur l'électrolyseur. Et avec ces subventions, on arrive, bon, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais à une dizaine d'euros du kilo pour l'hydrogène, mais c'est l'équivalent d'un véhicule diesel à la pompe. C'est le même coût après ces subventions qu'un véhicule diesel. Alors ça, c'est vrai aujourd'hui pour les véhicules lourds. On a bien sûr aujourd'hui beaucoup de projets déjà qui tournent. D'ailleurs, je citais Pau, qui n'est pas très loin d'ici, la ville de Pau, où on a déjà des bus à haut niveau de service qui fonctionnent à l'hydrogène sur des trajets déjà définis, et on les fournit en hydrogène vert. On a bien sûr le projet iPort sur Toulouse avec d'ailleurs Transdev, donc des bus côté ville, et l'idée d'alimenter aussi tout ce qui est logistique aéroportuaire avec de l'hydrogène. Donc ça existe aujourd'hui, ça roule, j'ai envie de dire. Il y a une offre de véhicules, pareil sur les bennes à ordures. On a un énorme projet sur Dijon, bennes à ordures et bus qu'on va mettre en service en septembre. Pareil sur Lille. Donc il y a toute cette conversion de véhicules lourds à l'hydrogène. Sur le véhicule léger, on est plutôt sur de l'utilitaire. Il y a quelques modèles. Donc vous aviez la Kangoo, il y a aussi le Master qui est sorti. Et donc Stellantis et Renault font des véhicules hydrogène. Là, on voit qu'on est quand même sur... C'est plus cher à l'achat, c'est plus cher aussi au kilomètre. Et on a ce problème de maillage. J'y reviens parce que, évidemment, il faut trouver une zone pertinente pour mailler. Donc aujourd'hui, la première région qui est partie sur ce sujet, c'est la région Aura. On a un réseau qui s'appelle Impulsion, qu'on déploie avec la région. Mais là, il y a vraiment un engagement très fort de la région pour déployer plein de stations hydrogène ouvertes, soit pour les véhicules lourds, soit pour les véhicules légers, mais vraiment pour partager en fait l'usage et pour maximiser l'utilisation de ces stations. Donc Aura est vraiment, j'ai envie de dire, la région idéale, parce que vous avez des industries, vous avez de la concentration autour de Lyon, et on arrive effectivement à pouvoir rentabiliser ce type de réseau aujourd'hui, mais c'est pas partout D'accord, possible, donc c'est plutôt les bus et les donc camions, on a ce pour sujet, ça part D'accord. avec le véhicule lourd. Demain, ça partira avec du léger si on arrive à mutualiser ces investissements qui sont aujourd'hui quand même... Frédéric Duval, est-ce qu'il y a quelle est la stratégie dans l'hydrogène? Est-ce que
vos camionnettes, vous y croyez, il y a eu des investissements là-dedans? Pour les camionnettes de livraison du dernier kilomètre, non. On est plutôt sur des mobilités douces, sur de l'électricité. En revanche, on a une partie de notre chaîne logistique qui est en amont, faite de gros camions et qui part de nos entrepôts, qui vont dans des centres de tri et des centres de tri à nos agences de distribution. Et pour cela, on utilise et on explore tous les moyens possibles, y compris l'hydrogène, mais aussi le fluvial, le train, enfin, le multimodal. Donc on est en train d'explorer l'ensemble des possibilités pour faire en sorte qu'en 2040, on se retrait. Voilà. Alors juste un mot pour terminer, puisqu'on ne s'est pas posé la question au début, ça représente quoi dans les émissions de CO2, le transport urbain? C'est très important ou finalement assez secondaire par rapport aux avions, à d'autres modes de transport? La réponse, elle est très simple. C'est la grande majorité. On l'a dit, le transport urbain, c'est d'abord la voiture. Le transport, c'est environ 35% des émissions de gaz à effet de serre. Dans le transport, la voiture, c'est 65 à 70%. Et la voiture, elle est surtout dans la ville. Elle est pas, évidemment, elle est aussi à la campagne, mais c'est la vie, c'est la voiture. On est à Toulouse, je ne vais pas défendre, je suis tout à fait favorable au train, mais l'avion, c'est actuellement 2-3% des émissions de gaz à effet de serre voilà. global entier. Donc la vraie question, c'est d'investir sur la voiture. Il faut voir que le transport est le seul secteur dans les 20 dernières années qui a vu ses émissions de gaz à effet de serre augmenter. Tous les autres secteurs ont baissé. Donc il y a un déficit d'investissement et surtout dans le secteur automobile, et le grand enjeu est là. Alors, on invite l'année prochaine des constructeurs. Là, on avait les opérateurs. Merci infiniment de cette table ronde. C'est très riche, très important. Vous avez bien fait d'y assister. Et on va laisser la parole. On va parler digital maintenant dans les deux tables rondes suivantes. Merci beaucoup.